Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job, on va s'intéresser alors peut-être au mot qu'on utilise le plus dans cette émission, le mot manager. On en parle quasiment dans toutes nos émissions, mais qui est-il donc ce manager ou cette manageuse? Il y a des femmes. Quelle est leur fonction? Comment leur métier a évolué avec la crise Covid, on le sait, avec le numérique? Qui sont-ils? Et comment doivent-ils aujourd'hui manager ou diriger, on reviendra sur ce mot, leurs équipes? On en parle avec mes invités. À ma gauche, Léa Coubret. Bonjour Léa. Ravi de vous accueillir, consultante senior chez The Salmon Consulting, je pense l'avoir bien prononcé. Merci d'être là. Vous nous parlerez de la mission et puis de vos expériences aussi passées sur la psychologie, sur l'accompagnement aussi de ces managers. Florence Rollo est avec nous. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Coachline, qui est une start-up qui propose des formations pour des managers, et vous tenez beaucoup aussi à ce que l'on dise que vous avez créé un collectif beaucoup plus large avec des formateurs, des consultants, des coachs, pour essayer de répondre aux besoins très larges des managers, et Dieu sait s'ils en ont besoin ces derniers mois. Merci d'être là. Merci. Et puis Anselme Jalon est avec nous. Bonjour Anselme. Bonjour. Directeur général de Numa. Alors, on le définit comment? C'est une plateforme numérique, Numa? Non, aujourd'hui on est un organisme de formation. Pour dire très clairement les choses, on répond à 3 grands besoins chez Numa. D'abord, se former sans mettre le business, l'opérationnel en pause, avec des classes virtuelles très courtes de 2 heures, et uniquement en ligne. Deuxième point, on a une approche très pratico-pratique. On met les participants, des collaborateurs, des managers, dans des études de cas, dans des mises en situation. Et troisième point, on forme, pas avec des professeurs, pas avec des consultants non plus, mais avec des coachs qui vont avoir 15-20 ans de métier. Donc voilà, on se définit comme l'école digitale sur les nouvelles pratiques de travail. Alors, commençons par le début, parce que pour essayer de comprendre un sujet, il faut d'abord le diagnostiquer. C'est un peu le propre d'un médecin. Votre définition très courte d'un manager, parce que moi je me creuse la tête depuis 2 ans que j'anime cette émission, j'arrive pas à savoir c'est quoi un manager. Il n'y a pas de définition juridique sur sa feuille de paye, il n'y a pas marqué manager, et pourtant on utilise toujours ce mot. Exactement, tout le monde peut être manager, et d'ailleurs les managers managent parfois leurs managers. Ce que je trouve intéressant, au-delà de la question de la définition, c'est le sens qu'il y a derrière, et je pense qu'un manager, c'est quelqu'un qui doit encadrer et faire grandir. Encadrer et faire grandir. Je retiens ces mots. Florence. Oui, tout à fait, je rebondis exactement sur cette définition. En plus, pour moi, ils sont des relais. Des relais d'ailleurs d'une entreprise qui est devenue très complexe et qui est dans la complexité en permanence. Et en fait, c'est comment ils vont relayer la stratégie de l'entreprise, comment ils vont relayer les stratégies RH, comment ils vont relayer les process, ce qu'il va y avoir, pour que, in fine, au bout de la chaîne, il y ait les résultats. Et mettre du sens. C'est complexe. Et mettre du sens, parce que parfois on impose des process à des collaborateurs qui ne comprennent pas très bien pourquoi on leur dit. Et si on n'y met pas de l'humain, quelle est votre définition, vous qui les croisez, vous qui, à travers vos équipes, avez contact avec eux? Moi, je vais plutôt parler des missions du manager. Je pense qu'il y a des missions assez classiques, type faire du feedback, faire des points one-to-one, faire du recadrage, avoir une conversation difficile, motiver, qui sont les missions plutôt classiques, qui sont des compétences essentielles et qui sont parfois les plus difficiles à acquérir. Vous vous sentez manager tous les 3 là? Est-ce que je peux vous considérer autour de cette table comme des managers? Moi, oui, je suis manager, ça c'est clair. Manager, forcément, directeur général. Forcément, ouais. Est-ce que vous sentez manageuse? Oui, c'est en construction. Je pense qu'on apprend tous les jours à être manager, et d'ailleurs c'est quelque chose qui ne s'apprend pas en France. En France, dans les écoles de commerce, on apprend avant tout à être rationnel, alors que finalement, en tant qu'humain, 95% de nos décisions sont prises de manière émotionnelle. Et donc en entreprise, on a parfois tendance à laisser les émotions au pas de la porte. Mais le Covid a bousculé le mental et l'attitude des salariés. On l'avait il y a quelques instants avec ce philosophe qui revenait sur le sens du travail. Les salariés qui rechignent, qui démissionnent, qui traînent des pieds, qui viennent au travail la boule au ventre. Et on l'entendait tout à l'heure, c'était l'environnement qui était plus impacté finalement que le plaisir de faire son travail. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de plaquer un management de Taylor, 1911, comme ça en silo, où il faut imposer des règles, produire, mais le monde a totalement changé. C'est ça le problème. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que effectivement aujourd'hui, tout serait complètement à revoir. On part de l'organisation, de comment l'organisation, dans sa culture, dans sa raison d'être, va être capable déjà d'inclure finalement toutes les personnes de l'organisation et à quel niveau. Et ensuite, comment à travers ça, on va pouvoir aussi recréer des espaces de circulation. Beaucoup de gens vous diront que dans l'entreprise, c'est siloté, que les gens ne se communiquent pas, il n'y a pas de fluidité. Donc déjà, comment voulez-vous que le manager, qui donc soi-disant est
principalement aussi un relais, arrive... Il est censé être au courant de tout, lui-même, c'est pas tout. Donc, déjà, au départ, la mission est difficile avant de rentrer dans les sujets que vous évoquiez. Mais excusez-moi de revenir à ce sujet parce que ça vous impacte, vous, directement dans vos activités, et d'ailleurs tous les trois. Il n'y a pas un malentendu dans le recrutement des managers, parce que même dans des chaînes de télévision, le manager, c'est souvent celui qui monte un peu à l'ancienneté. Il devient manager, il va gérer des équipes, mais on ne lui demande pas s'il a envie d'être manager, on lui dit tu as l'expérience, tu vas gérer. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas partir d'une base sur la psychologie, sur des soft skills, sur des études un peu plus scientifiques? Non, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je rebondis sur le point qui est très juste. En fait, on apprend tout en école de commerce, en école de management, sauf à manager, ce qui est quand même un sujet. Et puis ensuite, là, vous parlez au patron d'école. Peut-être changer les programmes aussi, non? On est passé par là, donc changer les programmes aussi, que ce soit plus proche de la vie réelle. Vous faites 4 ans d'études, mais vous arrivez dans une boîte et vous dites, je ne sais rien, quoi. Pas rien, mais on ne sait pas manager, je pense, ou pas bien. Et ensuite, le point, c'est que souvent en France, management, le poste de manager est un statut, un grade, et pas vécu comme un passage, comme une mission à part entière. Donc on va chercher une étiquette, on va chercher un galon sur son épaule, et on n'accompagne pas ce changement-là en tant que tel. Mais vous êtes sensible à cette question chez Salmon, c'est la psychologie, la façon dont l'être humain, manager, doit se comporter. Tout à fait. Il doit évoluer. Tout à fait. Et l'un des symptômes aujourd'hui de ce manque d'évolution, c'est ce qu'on peut appeler par exemple le quiet quitting, en français la démission silencieuse. En fait, le quiet quitting, c'est l'idée qu'en tant qu'actif, on va seulement faire ce qu'il y a dans sa fiche de poste. On pense chez Salmon que c'est pas de la fainéantise de la part des actifs, c'est un désengagement en fait dans le lien, dans la relation à l'entreprise. Plus envie de m'impliquer humainement. Exactement. Et d'ailleurs, 6% seulement des Français se déclarent comme engagés dans leur travail. C'est vrai. Et donc du coup, derrière, il s'agit en fait de penser les leviers de cet engagement et quels sont les nouveaux leviers, quelles sont les nouvelles recettes de cet engagement dans cette nouvelle équation, dans la relation au travail. Donc par exemple, l'une des idées clés pourrait être de passer d'un lien transactionnel, je fais seulement ce qu'il y a dans ma fiche de poste, à un lien émotionnel. Et ça, c'est le manager qui va en être l'interface principale. Pour pinailler, pour aller un peu plus finement, on l'a vu tout à l'heure par rapport à la chronique de Pierre Delbé, il y a l'interaction de la reconnaissance. Et quand on entend les collaborateurs, ils vous disent « moi je m'investis mais je n'ai pas de reconnaissance de mon manager ». C'est un énorme sujet, la reconnaissance. Elle est à tous les niveaux de l'entreprise. Et en fait, j'entendais ce que disait votre intervenant précédent sur cette peur, c'est quand même incroyable, cette peur qu'il y aurait que si on reconnaît le travail... Il va demander l'augmentation. Je veux dire, là, c'est vraiment, effectivement, on est sur les années 50. Dieu merci, ça a quand même beaucoup évolué dans beaucoup d'entreprises. Et la question de reconnaissance est vraiment prise en main. De l'engagement, c'est un vrai sujet. Il y a des études, des monitorings qui sortent tous les ans dans tous les pays du monde, parce que bon, tous les pays grosso modo, ont un peu le même sujet sur l'engagement. Donc là, il y a un gros travail à faire de la part de ceux qui accompagnent. Mais Léa dit quand même un truc intéressant, parce que je voudrais quand même faire un petit pas de côté. Les managers sont bousculés, il y a le numérique qui les impacte, ils ont des pressions de la direction pour évidemment créer de la valeur. Et puis, quand on parle à des managers en off, ils le disent rarement sur un plateau, ils vous disent, moi je suis face à des salariés qui ne veulent plus travailler. Je le dis abruptement, mais je le dis comme ça. Vrai ou pas vrai? Vous les avez, ces managers qui vous disent, moi j'ai des équipes que j'arrive plus à embarquer, quoi. Ils veulent plus. À engager, justement. Avant d'investir ce point, en effet, le point de la reconnaissance, il va en être l'interface principale. Dans les bons comme dans les mauvais côtés. Chez les collaborateurs les plus engagés, la variable la plus forte, c'est celle du sentiment de reconnaissance par le manager, puisqu'il va en être l'interface principale. Mais c'est le premier... Et c'est le premier aussi qui va être cité en cas de burn-out comme étant la cause du burn-out. Le manque de reconnaissance de la part du management. Évident. Et une piste intéressante pour ça, de la part du manager, et c'est d'ailleurs quelque chose que vous investiguez peut-être dans les soft skills à construire chez les managers, c'est comment en fait être le vecteur de cette reconnaissance. Il y a une piste qui est intéressante, c'est celle de la culture de la sincérité au travail, qui a été théorisée par Kim Scott dans son livre Radical Candor. C'est l'idée donc justement de prendre la part d'émotionnel du manager, des équipes aussi, de ne pas la laisser à la porte et de vouloir les faire grandir avec bienveillance. Mais faire grandir avec bienveillance ne veut pas dire de ne pas dire les choses qui doivent être dites. C'est ce que vous évoquiez d'ailleurs dans votre définition, parce que j'ai bien retenu ce que vous disiez, vous dites, il y a aussi du recadrage. Et vous évoquiez cette question de la vérité, le langage vrai. Il y a quand même chez le manager peut-être parfois un manque de partage aussi. On se dit les choses,
mais il faut aussi qu'on soit dans le partage, j'allais dire presque émotionnel. On doit aller jusque-là où le manager doit toujours être comme ça, avec son masque, froid, un peu l'image d'Épinal que parfois on peut voir au cinéma quand on veut caricaturer un manager. Non, moi je crois beaucoup à l'apprentissage entre pairs, justement, entre managers, et au fait de former des communautés de managers pour qu'ils puissent apporter un effet miroir, du feedback entre pairs, et complètement parfois décaler le sujet et décaler la vision sur un sujet complexe. Mais le recadrage, vous y tenez, vous êtes directeur général. Il y a des moments où il faut commencer à redonner des lignes, à replacer les choses. Et tout, là, encore une fois, je m'autorise, tout est dans le ton. Mais oui. Parce que vous pouvez avoir des collaborateurs qui vous disent mon manager m'a mal parlé lors d'un recadrage et moi je me mets en arrêt maladie et je vais au burn-out. C'est quand même très subtil, c'est très fin quand même. Une des choses les plus difficiles en management, c'est avoir une conversation difficile. J'ai coutume de dire une conversation difficile, c'est 95% de préparation et 5% de conversation. Et en fait, pour amener la chose difficile. Pour amener la chose et pour la préparer. Et c'est quelque chose qu'on apprend assez mal en fait et qui génère du coup beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude de la part des managers parce qu'ils ne savent pas faire. Ils stressent avant, ils stressent pendant, et puis souvent l'entretien se passe mal. La personne sort de la conversation difficile. On a commencé par dire qu'on était désolé, on termine par dire qu'on était désolé. Et donc finalement, on n'a pas très bien compris. Et vous, directeur général, manager et celui qui est en face, tous les deux vont avoir la boule au ventre en sortant et vont avoir très mal vécu ce moment, parce que évidemment derrière le manager, il y a un être humain. Que ça s'accompagne et qu'il faut arriver à casser les codes et casser parfois des fausses théories qu'on apprend, commencer par du positif et mettre le recadrage au milieu et terminer par du positif, ça c'est faux. Et il faut réapprendre en fait à avoir des conversations difficiles. Donc il faut remettre dans les écoles de management et de commerce un peu de psychologie, et parce que je pense que la notion de psychologie, d'apprentissage du mot, elle est essentielle. Qu'est-ce qu'il faut leur apprendre? Parce qu'on a commencé l'émission, vous avez une palette de consultants très large. Qu'est-ce qu'on doit leur apprendre et qu'ils ne savent pas encore? On doit d'abord, effectivement, ce que vous disiez en début d'émission, c'est-à-dire que l'émotionnel dans toutes les interactions est présent de façon majoritaire. Donc, ils doivent prendre en compte ce facteur, ils doivent se connaître. On parle de notion d'intelligence émotionnelle. Il y a beaucoup d'accompagnements qui sont faits là-dessus. Tout le monde ne part pas du même niveau. On est d'accord. Donc, il est important d'adresser les personnes là où elles sont. Et d'ailleurs, nous, on fait beaucoup de coaching préventif maintenant. C'est-à-dire qu'on propose des accompagnements en amont de façon à ce qu'on puisse prévenir tous les sujets dont nous sommes en train de parler et accompagner de façon individuelle, parce que les personnes ne sont pas identiques les unes aux autres. Là, vous pouvez faire une formation avec 50 personnes dans la salle, parce que chacune a sa sensibilité et son ressenti. Chez Salmon, il y a quand même un débat de recrutement à la source. Est-ce que vous alertez aussi les décideurs sur attention, parce que parfois on va un peu vite, on va nommer un tel parce qu'il a l'expérience, sans avoir vérifié quelques prérequis sur sa capacité d'écoute, sur sa capacité d'empathie, voire même de bienveillance. Est-ce que tous ces sujets-là sont vraiment pris en compte? Parce que les conclusions, c'est on démissionne, on s'en va, on claque la porte, on fait un burn-out et on n'est pas bien. Oui, il y a le sujet du recrutement. En effet, le fait de prendre en compte les soft skills. On l'a dit, le fait de savoir, par exemple, être vecteur de reconnaissance. Il y a aussi, en fait, un sujet, en France en particulier, sur l'idée d'une carrière. La carrière, aujourd'hui, est verticale. En fait, pour grandir dans une entreprise, il faudrait forcément monter les échelons, devenir manager, c'est vrai, dans les grandes boîtes des managers. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on grandit dans l'idée qu'il y aura 3 temps dans notre vie. Le temps de l'éducation, le temps de la carrière, le temps de la retraite. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que tout le monde ne veut pas forcément monter de manière verticale. Il y a peut-être des personnes qui ont davantage de capacités pour devenir des experts, par exemple, et non pas manager. Et donc, pour ces personnes-là, l'entreprise aussi peut encadrer leur parcours en leur permettant, par exemple, de la mobilité horizontale. L'idée de passer d'un job à l'autre. Sans pour autant monter en grade. Sans pour autant monter. Parce que vous avez des collaborateurs, et d'ailleurs c'est intéressant d'entendre des boîtes de recrutement qui poussent parfois des collaborateurs ou des chasseurs de tête, et les gens leur répondent « mais moi j'ai pas envie de prendre des responsabilités ». Ça vous l'entendez ça de plus en plus Oui, on a près de 1 4 sur 5 qui refusent aujourd'hui de manager cette équipe. Donc il y a un désamour du management très clair. Pour aller, il nous reste 4 minutes, mais ce désamour, c'est parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, ou c'est parce qu'on n'a pas les outils
pour être capable de s'exprimer en public, de pouvoir accompagner. Et c'est quoi la difficulté, le fond de l'histoire? Les deux, je pense. Les deux, oui. Je pense qu'il y a un sujet autour de l'interculturalité, il y a un sujet autour de l'intergénérationnel, 4 générations à manager, ça devient de plus en plus complexe, et puis il y a un sujet autour de l'hybride dont on n'a pas assez parlé. C'est vrai, parlons-en, tiens. Qui est, voilà, on manage aujourd'hui des équipes qui télétravail sont, présentiel. Là, pas du tout là, et du coup ça devient de plus en plus compliqué. Et je pense que le sujet, on parle d'accompagnement, on parle de formation, le sujet dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est donner envie aux collaborateurs d'apprendre. Aujourd'hui, on a fait une étude là, il y a près d'un DRH sur 5 qui se dit que sa top priorité d'ici la fin de l'année, c'est de redonner envie aux managers d'apprendre. Comment on apprend et comment on donne envie d'apprendre, qu'est-ce que c'est que le sujet d'apprendre à apprendre finalement? Oui, sauf qu'on fait un pas de côté parce qu'au même moment il y a le COMEX qui dit attendez, moi j'ai pas assez de résultats et vous êtes d'accord, Florence? C'est compliqué, voilà, c'est l'œuf et la poule quoi. Voilà. Ils veulent bien apprendre mais au même moment ils sont pris par des obligations de production, je pense à l'industrie mais pas seulement, enfin la grande distribution. L'entreprise, c'est-à-dire que tout le monde est concerné parce qu'avoir envie d'apprendre, oui, certes, mais il faut que l'entreprise recontextualise cet apprentissage parce que eux-mêmes, je pense qu'ils ne voient pas pourquoi ils ont besoin d'apprendre. On a commencé par la définition du manager, mais je voulais vous poser la question sans vouloir scier la branche sur laquelle vous êtes tous les trois assis. Mais on en a besoin des managers parce que j'ai eu des invités ici qui me parlaient de l'entreprise bienveillante, qui est une expérience incroyable. C'est-à-dire, globalement, le salarié, l'ouvrier, il sait gérer sa machine, il prend son initiative et il n'a pas besoin d'un manager pour lui demander de le régler à 5 ou à 4 parce qu'il connaît mieux la machine que son manager, pour parler de l'industrie. On en a vraiment besoin? C'est une grande question. C'est une grande question. Nous, dans nos rapports en fait, de prospective sur le futur du travail, on voit en effet de plus en plus de mouvements vers des modèles ouverts, allocratiques. Il y a un exemple d'ailleurs qui est assez intéressant, c'est celui de Buurtzorg, qui est une entreprise d'aide-soignants aux Pays-Bas. C'est la deuxième entreprise d'aide-soignants aux Pays-Bas. Et en fait, ils fonctionnent en équipe resserrée de 2 à 3 personnes. Et dans l'entreprise, il n'y a pas de manager. En fait, chacun a un rôle. En tout, il y a 7 rôles. Et typiquement, le rôle du manager est transformé par celui de coach qui en fait aide les équipes à prendre leurs décisions, les connecte aussi avec d'autres experts pour avoir des sons de cloche sur les décisions. Très horizontal avec du coaching et de l'interactivité entre le je vous ai vu, non, vous êtes d'accord? On en a besoin ou pas? Pas d'accord, je pense que le manager reste je sens hésitant là. Un mot chapeau et juste la définition et les missions, je reparle de mes missions, vont évoluer et dans une organisation holacratique, opale, tout ce qu'on veut, il y aura toujours besoin d'encadrement, de motivation, de coaching, et ce sera une des formes, une des facettes du management. Donc, vous étiez plutôt côté Léa, Florence. J'ai plutôt l'impression que vous étiez plutôt sur l'idée qu'on pouvait s'en sortir peut-être en réinventant le modèle. J'étais du côté Léa parce que nous, on fait beaucoup d'intelligence collective, d'accompagnement d'organisations en intelligence collective. Donc, on connaît bien ces sujets, on a bien suivi tous les mouvements d'entreprises libérées. Oui. Et l'idée, c'est tout va dépendre à un moment donné de la taille de l'organisation. On est d'accord. Voilà. C'est vrai. Et c'est à partir de là qu'il faut réinventer ces fameuses courroies qu'on peut appeler manager ou autres. Et peut-être, par contre, le travail qu'il faut faire, c'est sortir du rôle du manager tel qu'il est pensé aujourd'hui. Et remettre de l'humain. Enfin, je m'autorise de le dire un peu abruptement, mais remettre de l'humain. Du bon sens. Et du bon sens. Assez, mais en fait, c'est notre métier, l'humain. Et redonner de l'initiative, c'est terminé, mais redonner l'initiative à celui qui produit ou qui écrit ou qui... Vous êtes d'accord? Oui, et quel est le rôle de l'entreprise là-dedans? Comment est-ce qu'elle anime son corps social? On a aussi beaucoup parlé du manager en tant qu'individu, mais quels sont les moyens, quels sont les rituels, quels sont les outils que donne l'entreprise pour faciliter cette tâche? Tout à fait. Merci pour ce débat passionnant. On a brossé peut-être le portrait du manager de demain, ou de celui qui ne sera plus manager d'ailleurs, parce qu'ils sont de moins en moins nombreux à vouloir le faire. Merci. Il arrive vite. Oui, c'est ça. On y a contribué, j'espère, aujourd'hui. Florence Rollo, merci d'être venue. Coachline, c'est votre start-up, et puis ce collectif de formateurs, de consultants et de coachs pour accompagner justement toutes ces organisations. Merci à Anselme Jalon, CEO, directeur général V. Moi, je tombe dans le piège de l'anglicisme. Directeur général de Numa. Merci de nous avoir rendu visite et merci à Léa Coubray, consultante senior chez The Salmon Consulting. Merci à vous trois. On va s'intéresser à une étude d'ailleurs que vous allez peut-être aller voir après avoir vu l'émission, une étude réalisée par MMA et Entreprises du Futur sur justement l'état d'esprit des décideurs, des dirigeants TPE, PME, mais aussi ETI. Ils ont un peu le moral dans les chaussettes.